Sous le parrainage du Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, sous la présidence du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Kone, et la présence du ministre des Sports et Loisirs, Albert-François Michia, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, en partenariat avec l'UNESCO, le Comité international de la Journée mondiale de la radio et l'Union africaine de radiodiffusion, organise la Journée mondiale de la radio, le mardi 13 février 2018 à la Fondation Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Sous le thème Radio et Sport. Au programme, 3 sous-thèmes, la représentation des femmes, les droits d'accès des citoyens au programme des sports et au marché des droits sportifs et les sports pour la paix. Plusieurs experts étrangers et nationaux sont attendus. Après Shanghai en 2017, célébrant en Côte d'Ivoire la Journée mondiale de la radio. Au point de pouvoir faire partager mon opinion dans le cadre de cette célébration. C'est volontaire parce que je me suis peu montré en public depuis mon entrée à l'ONUCI en juin 2004. Invité donc à jeter un regard sur la représentation des femmes dans les sports à la radio, j'essaierai dans un premier temps de faire partager ma perception de ce qui justifie cet état des lieux. Enfin, je ferai quelques propositions en termes de recommandations. Dans ma démarche, vous constaterez l'usage simultané du jeu ou du nom selon que je me livre à une illustration qui est de ma seule opinion ou que je prenne à témoin d'autres avis qui pourraient rejoindre les miens. Ceci étant, je voudrais me mettre en situation de direct pour vous dire, amis sportifs, bonsoir. Civilité qui laisserait penser d'emblée qu'être auditeur de radio sportif radiodiffusé fait de ceux-ci des sportifs, ce qui n'est pas toujours vrai. C'est à travers le même abus de langage que le journaliste spécialiste de sport est appelé journaliste ou reporter sportif. Au féminin, journaliste ou reporter sportif. La féminisation serait déjà entrée dans les mœurs, comme il en est des autres professions, où le genre de journaliste se recrutait en masse dans le domaine des sports. N'est-ce pas que les femmes pratiquantes de disciplines sportives ont réussi à faire admettre la féminisation? Tenter de mettre en l'exercice consistant, selon notre entendement, à apprécier la présence de celle-ci du point de vue quantitatif dans les productions radiophoniques, particulièrement dans le sport, sport avec grand S, comme entité regroupant toutes les disciplines sportives. Une telle tentative relèverait de l'engagement. Pour mieux apprécier leur représentation dans le sport à la radio, nous commencerons par un état des lieux. État des lieux pas exhaustif, je le précise, parce que par ignorance ou par méconnaissance, je pourrais me rendre coupable d'omission. Ainsi donc, on part avec l'état des lieux. À la vérité, aussi loin que je remonte dans l'histoire de la radio en Côte d'Ivoire, depuis sa création en 1962, si je me fie aussi de la RTI, et sollicitant ma mémoire dans tous les sens, j'éprouve d'énormes difficultés à voir héberger un nom de femme s'étant affirmé dans le sport sur ce média. Même l'avènement des nouvelles radios dans les années 90, la guerre a amélioré la situation. Alors, question. La radio serait-elle si fermée aux femmes lorsqu'il s'agit de traiter de la chose sportive? Ou alors ce sont les femmes elles-mêmes qui redoutent les services des sports à la radio parce qu'elles se seraient convaincues de ce que le sport est une jungle et donc une affaire des seuls hommes? A priori non. Quand on voit leur progression, notamment dans la pratique du sport au fil des années et les exploits qu'elles y réalisent. Donc, si physiquement elles peuvent rivaliser avec les hommes, si intellectuellement elles n'ont rien à envier aux hommes dans tous les domaines, pourquoi seraient-elles inaptes à l'exercice de la profession de journaliste sportif, journaliste de sport? N'est-ce pas que souvent les médias sont le reflet de la société dans laquelle ils évoluent? Ainsi, on reconnaîtra aisément un pays démocratique ou une dictature à l'aune du champ de liberté dont jouissent les médias qui y exercent. De ce point de vue, en explorant l'univers des médias audiovisuels et de la presse écrite en général, on remarquera que la notion de genre n'est pas la chose la mieux pratiquée et partagée. Dans ce faible quota de la zone féminine, à quoi peuvent aspirer les services des sports, qui plus est à la radio? En Afrique, dans les différentes cabines de reportage radio, il ne nous avait jamais été donné de voir les filles ou les filles excellent pourtant. D'autre part, pendant les 15 années que nous avons passées à Radio Côte d'Ivoire, elles ont été rares, les stagiaires de la zone féminine, et je pense que la directrice de la radio l'a dit le matin, à choisir le service des sports. Et de ces quelques rares à s'y être intéressées, seule une s'était véritablement investie, mais au final, elle aura fait long feu parce que, à notre avis, elle n'a pas bénéficié de l'engagement auquel elle pouvait s'attendre. Par la suite, elle s'est retrouvée au service communication d'une grande régie financière de la place. Était-ce la seule raison qui avait conduit à son application, vu
que même les hommes, dont votre serviteur, se sont retrouvés dans la même situation. Les dévanciers ou les anciens, comme on les appelait, ne ratent pas la moindre occasion de leur rappeler que la radio n'était pas une école de formation, quand ils ne se délectaient pas, pour certains, de leurs erreurs à travers les critiques les plus acerbes et démoralisantes. Pourquoi donc nous autres, nous sommes-nous accrochés? Nous répondions la passion. Pas la passion au sens extrémiste du terme, mais la passion sous l'angle de l'enthousiasme et de la détermination à vouloir réussir dans ce milieu. Je ne vais pas jusqu'à dire que c'est dû au fait que la radio est moins attractive pour les femmes, leur nombre dans les secteurs autres que le sport, notamment dans les tranches d'animation, des programmes de la production, le compteur. Les femmes ne sont pas mélotiques quand on interroge également l'histoire de ceux-ci. De la France, sur Google, on apprend que en 2000, les rédactions, tous médias inclus, ne comprenaient que 5% des reporters sportifs. Elles sont désormais 15 des effectifs à la télévision. Ceux grâce à leur travail et à leur talent. Je dis bien à la télévision. Sur la radio, silence radio. Auditeur assidu de RFI, je ne retrouve qu'une seule femme présentatrice d'émissions sportives, Annie Gasnier, en l'occurrence, qui conduit avec Pio les émissions Radio Foot International et le Café des Sports. Au milieu de ses invités, tous des hommes, elle a toujours fait montre d'une forte personnalité, comme le font ou le ferait tout homme qui a la passion du sport et de la radio. Mais alors, pourquoi ce peu d'intérêt des femmes vis-à-vis des services des sports à la radio? D'où cette interrogation? J'avais un quotidien que j'avais fondé qui s'appelait 24 heures pour les citoyens. Et j'avais, à un moment donné, j'avais un problème avec la gestion de la rédaction. Et j'ai checké tout le personnel, tous les journalistes d'expérience de la rédaction. Et mon choix est tombé sur une dame. Je suis à mon bureau, puis je vais faire part de mon intention de la nommer comme rédactrice en chef. Mais je vous laisse deviner la suite. Parce qu'elle n'a pas devenu rédactrice en chef. Elle m'a supplié, elle dit que vraiment elle ne peut pas. J'ai dit, tu peux, tu as un potentiel, je l'ai complimenté, tu es la plus professionnelle de la rédaction. Je dis, mais moi je suis là, je vais t'accompagner. Elle dit, je vais réfléchir. Le lendemain, elle est revenue, elle dit qu'elle renonce. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, non, elle se met à rire. Je sens la rire, c'est bon, je ne me sens pas capable d'assumer. Alors, ce témoignage pour dire quoi? Pour dire que c'est vrai, il ne faut pas voir de façon mécanique les problèmes entre les hommes et les femmes, mais il faut aussi voir les problèmes de façon introspective. Je pense qu'il faut, au-delà de ce que notre ami vient de dire, depuis l'orientation, la sélection, mais je pense qu'il y a un problème de coaching psychologique aussi qu'il faut intégrer dans cette dynamique. C'est très important. Ce cas, pour moi, a été vraiment un cas presque traumatisant. Parce que voilà, qu'on nous indexe, je voulais faire la surprise et puis me pavaner pour dire, moi j'ai une femme comme rédactrice en chef, mais j'ai échoué dans ma démarche. Et un jour, j'ai reçu l'association des professionnels des médias, féminines des professionnels des médias, dirigée par notre conseillère Agnès Réki, que tous les Ivoiriens connaissent. C'est une dame fort en gueule de la presse ivoirienne. Elle n'a pas froid aux yeux, elle réclame même des postes de responsabilité. Mais elle est venue avec son bureau, dans mon bureau, pour me poser le problème. Elle faisait le tour des rédactions. Alors j'étais dans le bol, ce jour-là, je me suis mis à rire. De tout le temps qu'elle parlait, je riais sur moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était un sujet sérieux qu'on est venu, ou bien tu nous prends pas au sérieux. Ma collaboratrice qui a refusé le projet. Je lui ai proposé le poste de rédactrice en chef. C'est l'exemple pour dire qu'il y a un besoin de coaching à l'éducation, à d'autres choses. Sans cela, c'est au faire un travail à moitié. Et je pense que... Différentes interventions, j'aimerais un peu aborder dans le sens qu'il faut étendre à l'ensemble des médias en Côte d'Ivoire. Et la proposition de M. Ali, c'est une bonne proposition, mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a plus de femmes à l'école de journalisme que d'hommes.
Donc la déperdition se fait à la sortie. C'est à la sortie, donc dans l'exercice du travail, dans l'exercice dans les rédactions, que la paix se situe. Sinon, si vous allez à l'ISTC, vous allez à la filière journaliste, vous avez plus de jeunes filles là-bas. Donc l'UNESCO est en train de réfléchir sur comment peut-être mener une étude pour voir à quel niveau se situe le problème et voir comment, comme vous le disiez, cette question de coaching, de pouvoir aider les filles, les femmes à avoir une carrière plus durable, je dirais, dans le secteur. Mais il faut prendre également en compte les problèmes culturels, le problème même de l'éducation au niveau des femmes. C'est pourquoi nous essayons de faire des séances, des fois, de coaching, de sensibilisation des femmes elles-mêmes. Parce que si vous demandez aux hommes de faire la promotion du genre, ça donne le résultat, par exemple, qui vient d'expliquer, parce que c'est la dame elle-même qui refuse de se mettre en avant. Des rédacteurs en chef que nous avons réunis au cours d'une journée de sensibilisation sur l'image des femmes dans les médias et la promotion des femmes dans les médias, nous ont dit, des fois vous appelez des femmes à des heures indues pour aller faire un reportage, c'est l'actualité. Elles vous disent qu'elles ne peuvent pas y aller parce que n'ayant pas l'autorisation soit de leur mari ou parce que c'est risqué. Donc ce sont des questions importantes qu'il va falloir adresser pour pouvoir trouver une solution durable et à long terme. Et dans l'intervention de Bruno Bertin, il parlait du fait qu'on a des femmes, des athlètes, des femmes sportives, et bien au niveau de la pratique du métier, on n'a pas de femmes journalistes. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait que les femmes aussi sont très peu représentées dans les sujets de reportage. Une étude, un monitoring des médias mené par l'UNESCO avec une couverture dans près de 214 pays a démontré que les femmes sportives représentaient seulement 7% des sujets de reportage. Donc à ce niveau également, il faut rétablir l'équilibre. On a seulement 4% de sujets de reportage concernant les femmes. Parce que si à ce niveau on arrive à corriger les choses, donc à présenter la femme sportive, non dans sa vie personnelle, mais en montrant également ses attributs, son habilité, ses qualités, comme on le fait quand on fait les sujets concernant les hommes, on se met aussi dans l'esprit des auditeurs, des personnes qui nous suivent, on pourrait déconstruire certaines choses et construire d'autres valeurs. C'est ce que je voulais dire. Merci bien. Je rejoins un peu les autres, M. Diakat en l'occurrence. Vous savez, les femmes, quand elles vont à la radio, le secteur qui les intéresse, c'est le secteur des programmes, animer, faire les 30 antennes, animer les 30 antennes. Et nous, l'expérience qu'on a eue au lycée-FM, moi, il y a des filles qui présentent au journal aujourd'hui parce que je les ai encouragées. Quand ils sont arrivés, j'ai dit, bon, moi, je suis pour la polyvalence. Donc, tu peux être une bonne animatrice d'antenne et être une bonne présentatrice de journal. C'est ainsi qu'il y a une dame qui est avec nous, Mireille Niaoué-Bouki. Quand elle est arrivée, elle était partie pour les tranches d'animation. Elle était là-bas, un matin, je lui ai dit, écoute, toi, il faut que tu viennes au journal. J'ai mis 2 semaines pour qu'on vienne. Puis elle est venue, mais c'est avéré une des meilleures présentatrices avant qu'elle ne parte de la radio. Bon, Malika fait les deux. Donc, elle fait plus la tranche parce que bon, là, on est un peu réduit en effectif, donc elle est plus dans les tranches d'animation, mais les week-ends, selon un week-end sur 2, elle présente les jours. Donc, il s'agit de les encourager et de leur apporter l'encadrement qu'il faut. C'est tout. Et comme je l'ai dit, intellectuellement, elles n'ont rien à nous envier. Et donc, il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas réussir là où les hommes réussissent. Merci bien. Je suis Elisabeth Goli. Je voudrais remercier la Fondation Félix Houphouët-Boigny de m'avoir invité, parce que moi je suis de la presse sportive, mais de la presse écrite. Donc je ne connais rien en radio ni en télévision. Je ne connais pas la réalité des rédactions de la télé et de la radio. Mais parce que je sache quand même, après au moins 15 années de presse sportive, je sais que nous avons tous les mêmes réalités. Toutes les conférences de presse, les conférences de rédaction sont les mêmes. Je rejoins Bertin effectivement et Elvin pour dire que quelque part, les femmes sont responsables
effectif que nous avons dans la presse sportive. Je dirige l'Union des femmes reporters sportifs d'Afrique depuis 2009. J'ai eu le temps, d'abord nous avons commencé par exemple en Côte d'Ivoire, nous étions 7 lorsque nous créions la section ivoirienne. Lorsque nous créions même l'Union des femmes reporters sportives au Caire, nous n'atteignions même pas 10. Au Nigeria, nous n'atteignions même pas 10. En Côte d'Ivoire, nous étions 7 pour la section ivoirienne, Anne-Marie et bien d'autres femmes et moi. Au niveau africain, bon, à partir de 2009, lorsque j'ai pris l'association, nous avons fait un énorme travail, surtout la formation. Nous avons eu des formations avec l'Union européenne et la FIFA dans le projet Win in Africa, Live Africa, à la faveur de la Coupe du Monde féminine de l'Allemagne en 2011. Donc nous avons fait des formations à Dakar, des formations également à Nairobi et dans bien d'autres pays pour pouvoir aider les femmes à s'intéresser à la presse sportive, dans toute sa catégorie, qu'elle soit reporter, qu'elle soit caméra woman, parce qu'on a décidé de mettre tout au féminin, et qu'elle soit également preneuse de son et autres. Donc c'est ce que nous avons fait pour inciter un certain nombre de femmes à embrasser la carrière de reporter sportif dans sa globalité. Mais il se trouve que ce métier il est certes passionnant, mais pour pouvoir vraiment l'aimer et le pratiquer, il faut avoir une certaine carapace sous nos yeux. Quand on est femme, il faut avoir une certaine carapace. Parce que c'est quoi? Lorsque nous arrivons dans les rédactions, au départ, soit nous aimons tous, hommes comme femmes, nous aimons tous le football. Mais lorsque nous arrivons, on nous dit non, le football est réservé aux hommes. Il faut poigner et autres. On ne met pas les femmes. Les femmes sont faites pour le cyclisme, pour l'athlétisme et bien d'autres, les sports mineurs. Si vous faites attention, quand vous regardez la télévision, bien lisez les journaux, vous verrez que les sports mineurs sont couverts par les femmes. Le football est l'exclusivité des hommes. Et ça aussi, c'est un problème. Parce que quand une femme arrive et qu'elle est passionnée de sport, parce que j'ai des consoeurs qui étaient là avant moi, qui sont partis de la presse sportive parce qu'elles n'avaient pas cette carapace, elles ne pouvaient pas supporter. Monsieur Sangaré, à l'une de ses anciennes collaboratrices, qu'on peut appeler l'une des pionnières de la presse sportive ivoirienne aujourd'hui, qui s'appelle Germaine Baudet, qui n'est plus dans la presse sportive parce qu'à certains moments, au journal Le Jour, elle n'a pas supporté certaines choses. Elle a changé de domaine. Donc c'est dire que les hommes font tout, en fait, pour dégoûter les femmes de la presse sportive. Parce que c'est quoi? Le problème, il est tout simple. Les femmes peuvent entrer partout parce qu'elles sont femmes avec un sourire. Elles décrochent des interviews. Et ça ne plaît pas aux hommes parce que tu peux arriver dans une rédaction, le monsieur il a peut-être 10, 20 ans, quand tu arrives, tu as 3, 4 mois, qui court après quelqu'un, après une sommité depuis des années, il n'a jamais pu décrocher cette interview. Quand tu arrives dans toute ta jeunesse, ta méconnaissance même de ce milieu, et puis un matin tu viens, tu lui présentes une interview, mais orgueilleux, il te dira, l'interview a été mal faite. Je le dis par expérience parce que j'ai vécu tout ça. L'interview a été mal faite, elle n'a pas été bien menée, tout et tout. Si on ne te dit pas ça, on te dit, non, je sais, elle ne sait pas écrire. Si cette personne, elle ne sait pas écrire. Et surtout si tu as le malheur d'avoir un chef qui n'apprécie pas le travail que tu fais, mais qui ne veut pas te voir évoluer, ou bien qui sent, il peut entendre dans certains endroits, ah mais cette fille-là, elle n'est pas mal, elle n'est pas mal. Et s'il veut te mettre les bâtons dans les roues, chaque fois, surtout dans la presse écrite, parce que c'est ce que je connais le mieux, il va toujours balayer ce que tu écris, te demander de l'écrire au moins 10 fois, avant que la faute ne paraisse. Donc c'est tout ça mis ensemble, et avec le manque de temps, parce que la plupart du temps, les jeunes filles, je pense qu'on a remarqué, quand elles viennent à la presse, elles aiment la rubrique société. Ou quelquefois culture, parce que bon, il y a des concerts, je me suis retrouvée à des concerts. Pour la cuisine. La santé. Voilà. Mais le sport, il y a surtout la disponibilité. Parce que moi, je pourrais dire, pour être journaliste sportif, il faut être disponible et il faut avoir la passion du sport. Et je pense que les consoeurs qui sont là, Anne-Marie, Cathy Touré et autres,
c'est parce qu'elles aiment ce métier. Et ce que nos aînés, et surtout les gens de la radio, tout à l'heure, Berthe parlait d'une dame. Je ne sais pas si nous parlons de la même personne, mais si nous parlons de la même personne, elle n'est pas partie parce qu'elle n'aimait pas la radio. On lui a mis des bâtons dans les roues et elle est partie suite à un dégraissage au niveau de la RTI. Si c'est de la même personne que nous parlons. Donc ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas les compétences ou bien elle avait envie de partir. Bien qu'aujourd'hui, elle étant dans une régie, elle est toujours dans le milieu sportif. Elle est dans l'organisation même du marathon de la ville d'Abidjan. Si c'est de la même personne que nous parlons. Donc c'est une manière, c'est vraiment pour moi l'occasion de vous dire et surtout de demander aux hommes qui sont ici de faire confiance aux femmes et de ne pas les jalouser. Parce qu'elles ont pour elles le charme qui leur ouvre les portes. Merci. Prenez l'exemple terre à terre, quand vous avez un enfant qui fait les 4 pattes, si c'est un garçon mais qui roule le ballon devant lui en faisant les 4 pattes, on ne lui crie pas dessus. On prend ça avec beaucoup de plaisir, on dit ah, il sera un grand sportif. Mais si c'est une jeune fille, on lui retire immédiatement le ballon et on va lui chercher une poupée. Donc déjà on brise l'élan, l'envie de ce métier que peut-être peut rester dans son subconscient. Deuxièmement, quand vous avez une fille, si elle-même ne décide pas de faire du sport ou bien du journalisme sportif, et que ses parents la surprennent en train de faire ça, 3 femmes là, qu'est-ce qu'elle doit faire avec ça? Là, c'est le métier des hommes. Donc l'un dans l'autre, ça freine d'abord le nom de nos soeurs qui viennent embrasser ce métier-là. Et puis, comme la dame vient de le dire, quand ils arrivent dans ce milieu où il y a plus d'hommes que de femmes, alors il y a quand même un blocage. Elle se sent seule, et tout ce qu'on dit autour d'elle, apparemment elle a l'impression qu'on la combat, même si pour dire, si nous jouons, il n'y a pas de spectateurs, nous ne jouons plus. Par contre, le football, ça se joue pour qu'on regarde. Donc, ce genre de comportements font que il y a des femmes, si ce n'est pas par conviction, elles finissent par abdiquer. Et on dit, les femmes ne sont pas représentées par ci, les femmes ne sont pas représentées par là. Je crois qu'il est temps pour nous aujourd'hui que nous les encourageons et qu'elles-mêmes aussi décident fermement d'embrasser ce métier-là même, c'est-à-dire le métier d'homme. À ce moment-là, je pense que ces clichés-là, nous pourrons les balayer. Sinon, ce serait encore difficile pour nos sœurs d'arriver dans un quota de parité avec les hommes. Il faudra qu'elles-mêmes se déterminent. Puis le journalisme, c'est de la conviction. C'est de la conviction. Donc on a parlé de, c'est pas Bukona, c'est M. Sada qui a dit qu'il y avait un match de football, quelqu'un a discuté, puis il a dit, on a regardé, ils ont dit c'est comme ça former les gens. Mais vous savez, le football, même en période de guerre, quand les enfants mineurs n'ont pas de fusil en bandoulière, ils sont en train de jouer au football. Mais vous ne verrez pas une femme qui joue au football. Et il y a des gens qui s'essaient en journalisme, reporters, quand les autres tapent dans le chiffon. Nous, à notre nous l'avons fait, monsieur mon aîné Senguin est là, on coupait les coupées des journaux. Les commentaires des services d'un jour, le Guinéen, comment on l'appelle Bouakar. Et puis, dans nos cahiers de leçons de 200 pages, 300 pages, les pages sont pleines avec des photos, et on s'assoit, on lit, et avec une boîte, on fait le reportage sans match. On fait le reportage sans match. Comment le garçon, tu le fais très souvent au stade de 220 à Abidjan, là. Voyez-vous, il n'est pas journaliste. Il a fini par s'imposer parce que ça plaisait et faisait bien. Donc c'est un métier qui demande de la volonté, de la conviction. Il faudra que nos soeurs aident la conviction si elles veulent l'embrasser du métier de sportif ou journaliste. Un journaliste sportif. L'aide de la conviction. C'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, il n'y a plus de métier réservé aux hommes. Il n'y a plus de métier réservé aux hommes. Pourvu que vous acceptez de le faire et que vous dites, je brise la barrière. Qu'on le veuille ou non, vous finirez par vous imposer. C'est ce que je voudrais dire. Sinon, ça va être encore longtemps difficile parce que même votre maman refusera que vous jouez au ballon. Oui, c'est ça, c'est la réalité. Merci. Merci bien, monsieur. Oui. Ce débat autour de la femme, de la place de la femme dans les médias, et plus particulièrement dans le sport. C'est peu de dire que c'est difficile. C'est vraiment peu de le dire, en fait. Parce que on peut tous dire que la femme travaille difficilement au milieu des hommes. On évolue carrément dans un environnement hostile, très hostile.
Alors le seul message que je voudrais passer ici, aux hommes particulièrement, c'est bien de dire qu'il faut faire la formation. C'est bien de dire qu'il faut coacher. Mais je voudrais juste dire aux hommes de laisser les femmes travailler. Laissez-les travailler. Laissez-les faire ce qu'elles ont décidé de faire. Parce que s'il y a beaucoup de femmes, s'il y a beaucoup de filles qui commencent à pratiquer ce noble métier qu'est le journalisme de sport et qui s'arrêtent en chemin, c'est parce qu'il y a beaucoup d'obstacles en éternel. Alors juste dire aux hommes, juste dire à nos collègues hommes de laisser les femmes travailler comme il se doit. Voilà. C'est le seul message que je voudrais passer. À notre station, nous sommes au nombre de 10 personnes et nous avons 8 femmes en tant qu'animatrices et réalisatrices. À la fois à l'animation et à la réalisation. Donc, les gens, on dirait que, on pourrait dire, on a besoin des hommes pour équilibrer donc ces gens. Et on a tous fait le constat. On a des chefs d'antenne qui sont des dames. Le confrère a joué les équilibristes en donnant la part des hommes et la part des femmes. Je voudrais demander aux femmes, est-ce qu'il y a des statistiques qui sont faites? On a tendance à croire que c'est plutôt les hommes qui sont en train de défendre les femmes. Quant aux femmes elles-mêmes, est-ce qu'il y a des statistiques qui sont faites? Pourquoi est-ce qu'elles ne s'intéressent pas à ce métier? Elles ont cité quelques éléments. Est-ce peut-être même que c'est ce genre dont on est en train de prôner qui crée aussi un problème. Parce qu'on a des femmes qui sont des responsables d'antenne. Et pourtant, dans ces localités, on ne voit pas de femmes sportives. On ne voit pas de culture. Madame a donné les statistiques, que ce soit en Europe, que ce soit partout, c'est le même constat. Donc, pour en déduire, je ne pense pas que ce soit forcément la culture. Puisqu'en Europe, il y a très peu de femmes. En Afrique, il y en a également. Alors, moi, je me pose des questions. Est-ce que les femmes elles-mêmes désirent ce métier? Est-ce qu'à leur niveau elles-mêmes s'engagent? Et est-ce qu'à leur niveau elles-mêmes, les responsables prônent et encouragent les dames à prendre encore ce métier? Et pour terminer, le confrère a dit, il manque, c'est la passion. C'est la passion. Et des hommes sont frustrés, et des femmes aussi sont frustrées. Mais malgré tout cela, les hommes y sont. La preuve, il y a quelques femmes qui y sont encore, malgré qu'elles sont frustrées. Alors, d'où sont ces difficultés? Les hommes sont accusés, c'est vrai aussi, mais c'est aussi à tort. Merci. Merci. On prend encore seulement 2 intervenants. Il fallait sensibiliser les femmes à la pratique du sport. Oui, il faut les sensibiliser à la pratique des médias sportifs. Oui, il faut les sensibiliser. Mais je voudrais proposer la piste de la consultance d'abord. Et particulièrement la radio. À la télé, nous voyons les images, même si le commentaire n'est pas très approprié, mais en plus du commentaire, celui qui écoute, qui regarde, peut faire son jugement personnel. Mais à la radio, c'est le journaliste qui conditionne tous ceux qui écoutent. Et donc, dans ce domaine, on a plus besoin de commentaires spécifiques à la pratique qui se développe. Et donc, si on va dans l'environnement des pratiquants, si on est au basket, il y a des anciennes joueuses. Si on va sensibiliser celles-là aux journalistes sportifs, on aura encore plus de personnes qui viendront pour 2 raisons. La première, le sport, on l'a dit tout à l'heure, était un environnement masculin. Il y a plein de pratiques sportives, il y a 10 ans, il y a 15 ans, les femmes n'y avaient pas accès. La boxe, le rugby, on a parlé du foot, même en athlétisme, le tripsaut, on peut en citer. C'est progressivement que les femmes sont en train d'investir le milieu du sport entièrement.
le comité international olympique est allé jusqu'à la parité même au niveau des délégations et tout. Donc ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes qui soient à la presse sportive. Mais comme les Européens, on le voit, vous avez dit au niveau du foot, mais au niveau des autres pratiques aussi, allons vers les anciens pratiquants, même ceux qui sont en train de continuer la pratique. On l'a vu pendant les Jeux de la francophonie, Talou, être à la tribune, faire les commentaires de certaines actions. Et là, comme elle connaît la discipline techniquement, elle peut donner des éléments d'information à ceux qui écoutent, qui comprendront mieux. Parce qu'on apprécie la discipline quand on la connaît. Donc, je voudrais inciter les responsables des médias à recruter parmi les sportifs. Parce que si elle est sportive, elle a déjà cassé une barrière. S'il y a un élément qui freine les femmes, elles ne peuvent pas aller aux entraînements tout le temps. Une femme, quand elle a un enfant, ou comment gérer l'enfant, ainsi de suite. Donc, les conditions de travail. Et nous savons que même si dans les autres services des médias, les conditions sont difficiles, et les reportages au niveau du sport sont encore plus difficiles. Nous avons voyagé plusieurs fois avec les journalistes, nous savons dans quelles conditions ils travaillent. Et pour la femme, ce n'est pas facile. Mais celle qui a été sportive, elle a franchi, elle a vu, comme on dit, elle n'est pas venue, elle pourra résister donc à ces conditions et faire son travail correctement. Donc c'est un environnement qui est très. Et je voulais vous orienter vers cet environnement pour recruter un peu plus de femmes journalistes. Merci. On a dit que les étudiants et les étudiantes, lorsqu'ils finissent l'université, très souvent d'ailleurs, on constate que les filles sont meilleures que les garçons. Quand ils rentrent au niveau de la vie active, c'est là que le taux de perdition devient élevé. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu photographies, tu isoles deux personnes, un homme et une femme. Le garçon, lui, il apprend, malgré les coups, à évoluer, même s'il reçoit peut-être les mêmes coups que la femme, il les reçoit, il évolue petit à petit. La femme, elle, entre-temps, il y a un facteur élément important qui interfère dans le système. Il faut le dire. Quand elle se marie, systématiquement tu brises une partie de la carrière de la femme. Parce que quand elle se marie systématiquement, c'est normal hein, dans la société africaine, elle commence par faire des enfants. Et chaque période où elle commence à faire des enfants est une période de rupture, quasiment pour elle. Ce qui n'est pas le cas du garçon, qui continue à évoluer quand même. Et deuxièmement, au-delà des aspects liés à la maternité, les contraintes sociales sont telles que quand l'enfant est malade, la première personne qui se préoccupe de la santé de l'enfant dans notre société, il faut reconnaître que c'est la femme. Donc elle est déstabilisée dans son travail au quotidien pour les raisons de famille. Ça aussi, il faut le rappeler. Ça, c'est autant d'éléments que si tu les mets bout à bout, sont effectivement des... Pour cette jeune fille, qui est en fait notre fille, nos soeurs, nos cousines, nos tantes, mais qui ont eu un potentiel extraordinaire, mais depuis qu'elles sont rentrées dans la vie active, elles ont eu leur vie ralentie, leur progression ralentie par ces contraintes sociales. Ils sont réels. Il y a demain un mariage qui se fait ou quelque chose qui se fait, l'homme peut dire qu'il ne part pas. L'homme peut, pour plusieurs raisons, peut ne pas participer, mais la femme est obligée socialement d'y intervenir. Si tu prends tous ces facteurs bout à bout, c'est vraiment un frein. Un frein pour l'épanouissement de la femme. Et très souvent, les femmes qui arrivent à dépasser tout cela pour réussir leur carrière, socialement même, on trouve qu'elles sont parfois des femmes très souvent marginales. Parfois. Donc vous voyez, c'est quand même terrible. Donc moi je pense que c'est tous ces éléments-là qui nous permettent de donner des grilles de lecture. Bon, chacun a donné des fragments. Mais il faut mettre les choses autour. Merci. C'est juste participer à des émissions sportives. Il y a vous, Elisabeth, il y a Yann Herbeau. Quand je faisais le direct au Palais des Sports, quand vous étiez à côté de moi, vous étiez consultante de fait. Et il y avait Liliane Atsin qui est devenue commissaire de police en temps, c'était à Fatma. Et qu'en le faisant, ça allait tirer, mais c'était un combat qui était perdu parce que bon, quand vous avez la vieille garde qui a sa conception, la chose, vous les jeunes qui arrivez, qui n'avez pas de pouvoir de décision, on pense que ce sont vos copines, c'est vos amis que vous envoyez pour venir parler, donc c'est un peu tout ça. Mais il faut effectivement explorer la piste, n'est-ce pas, de la consultance avec des athlètes de haut niveau pour
qui que progressivement ils deviennent des journalistes comme les footballeurs le sont d'aujourd'hui sur Canal+. Donc je pense qu'il faut explorer cette liste-là aussi. Merci bien. J'encourage les femmes à être dans le milieu du sport, mais j'avais vu une histoire avec vous, peut-être que je n'en rappelle plus. J'étais membre du comité directeur d'une équipe de football de ce pays, la Jeunesse Club d'Abidjan, la JCA. Et donc quand mon président n'est pas là, il arrivait que je le remplace lors des matchs. Et donc on devait faire un match une fois et mes joueurs étaient dans les vestiaires, une équipe de football masculine. Donc il fallait que j'entre dans les vestiaires pour parler aux joueurs. Et je rencontre Bertrand, c'était au stade Félix Houphouët-Boigny, donc on se rencontre dans les vestiaires, mais moi tu parles. Donc je lui ai dit non, je vais donner les dernières consignes aux joueurs avant qu'ils n'aillent sur le terrain. Excusez-moi de je l'ai dit, il m'a dit, en d'emblée, il me dit, mais tu vas faire comme ça un jour, tes rêves vont s'arrêter. Quoi, ça, t'es quoi? Les menstrues. Les menstrues vont plus venir. Tu n'as pas les garçons, tu ne sais même pas ce qu'ils ont, ils sont dans les vestiaires en train de se concentrer. Puis quoi faire du travail? C'est une manière de vous dire que il y a tout ça là qui décourage les femmes dans les milieux. Merci bien. Vous voyez tout ce qu'on a dit dans ce débat. On a eu 20 minutes d'exposé et puis 25 minutes de débat. Donc c'était vraiment intéressant. En gros, tous les intervenants ont mis en évidence les problèmes que les femmes rencontraient et ont proposé des pistes pour essayer de résoudre ces problèmes. Le premier problème, c'est que la représentation des femmes, ça ne se pose pas seulement au niveau du journalisme sportif. C'est un problème plus général au niveau du journalisme, plus général dans les sociétés. Moi, je dirais que ça pose aussi le rapport de force de pouvoir, qui ne se pose pas seulement pour les femmes, ça se pose aussi pour les hommes. Vous devez savoir, mesdames, que la vie, comme on dit, est un combat. Et chaque jour, il y a un combat à mener, que ce soit dans les domaines du journalisme sportif ou ailleurs. À part ce problème général, l'accent a été mis sur le problème psychologique que les femmes rencontrent. Un environnement hostile, une attitude également parfois hostile des anciens, surtout quand ils sont des hommes. Et certains ont proposé qu'il y ait un coaching psychologique pour les femmes, pour amener les femmes à avoir la passion pour leur métier, à se faire une carapace, à avoir le cuir épais. Et là, je fais une parenthèse, je suis dans le marigot politique ivoirien depuis 40 ans. Et je peux vous assurer que les hommes politiques aussi doivent se faire une carapace. Parce qu'on en entend des vertes et des pas mûres aussi, bien que nous soyons des hommes. Et puis, on a mis en évidence aussi les pesanteurs socio-culturels, les pesanteurs liés à la mentalité collective antiféministe, les pesanteurs sociologiques. Quand la femme devient une femme mariée, elle n'a plus tout à fait la même liberté et cela introduit une rupture dans sa carrière, les pesanteurs culturels qui tendent à dévaloriser la femme. Pour tout ça, la solution c'est d'abord la formation. La formation, la bonne formation. Et M. Badiel a indiqué quelques initiatives de son organisation, notamment pour les TIC et la campagne pour amener les femmes et les jeunes filles à s'intéresser aux problèmes techniques. Et M. Allah a proposé enfin la consultance avec des sportifs, et qu'à partir de cette consultance des sportifs, on puisse avoir un vivier pour former, pour avoir des vocations de journalistes sportifs. Je crois avoir résumé un petit peu le débat et avec votre permission, on va passer au deuxième sous-thème. Sportif. Donc, nous aurons 4 intervenants, M. Ricardo Zama, M. Koné Siméon, M. Ndiaka Grégoire et M. Mazoni Giacomo. Tout de suite, nous passons la parole à M. Ricardo Zama, qui est journaliste à la radio-télévision ivoirienne. Vous avez la parole. Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche et la paix, pour tant d'honneur que vous me fîtes en m'associant à cette célébration de la Journée mondiale de la radio.
Que puis-je dire de plus après tous les messages conjuratoires qui se succèdent depuis ce matin? Pas grand-chose véritablement, sauf que ce sera une petite contribution par rapport bien sûr à ce sous-thème, droit d'accès des citoyens au programme des sports et marché des droits sportifs. Je suis tout heureux parce que dans le groupe il y a M. Kaka qui subit chaque jour des soubresauts dans ce domaine et qui est mieux outillé pour en parler davantage. Alors, entendons par droit d'accès des citoyens au programme des sports l'obligation pour la radio. Toujours dans ce premier cas de figure, quand on a le matériel et le personnel, il faut établir une méthode de couverture et un contenu de programme permettant aux citoyens, dans leur diversité, de trouver leur compte dans la multitude des disciplines sportives, c'est-à-dire donner, par exemple, satisfaction aux amoureux d'arts martiaux, aux passionnés de sport mécanique, aux férus de sport de main, etc. Pour y arriver, nous l'avons indiqué plus haut, il faut des moyens conséquents, des moyens humains, matériels et financiers. Quand on dispose de tout cela, il faut mettre l'accent sur le contenu du programme. Comment traiter tel ou tel événement pour le rendre attrayant? Comment fidéliser l'adulte? Comment donner envie aux jeunes? Comment séduire ceux qui se montrent indifférents? Comment faire naître la passion et l'entretenir durablement? Tel doit être le sacerdoce du producteur de programme. Bien évidemment, c'est là que le génie du journaliste entre en jeu. Pour la radio, puisque c'est ce cas spécifique qui nous intéresse aujourd'hui, il faut jouer sur la spontanéité, l'opportunisme, l'anticipation, être en éveil constant pour que la primeur de l'information ne nous échappe guère. Quand on dispose de tous ces ingrédients, il faut les rendre appétissants au moyen d'un assaisonnement de qualité, la façon de les rendre. Si depuis plusieurs dizaines d'années, le Brésil entier est fou de football, il le doit à un journaliste, Mario Rodrigues Filho, commentateur sportif de radio. Il avait une façon particulière de rendre les matchs qui captivait, une façon qui hypnotisait même l'auditeur. On raconte que lorsqu'il se mettait à commenter un match, tout le Brésil s'arrêtait. Manœuvres, ouvriers, paysans, tous remettaient à plus tard ce qu'ils faisaient. Mais Filho est parti. Je rappelle en passant qu'il était né à Recife le 3 juin 1908 et qu'il est décédé le 17 septembre 1966. Mais le Brésil, reconnaissant, a donné son nom au célèbre stade de Maracanã, que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, et qui s'appelle, depuis 1968-66, l'Estadio Jornalista Mario Filho. Le journaliste qui scelle l'union entre l'auditeur et l'événement doit donc vivre l'événement avec une humeur contagieuse. On le sait, on le dit dans notre jargon, le commentaire radio, il est descriptif, le commentaire télé, il est explicatif. Alors, si vous êtes au stade Félix Houphouët-Boigny, que vous vivez un match de football intense et qu'en retour vous formulez des commentaires dormitifs, il est évident que à Palerigan ou à Tipa, on ne vous suive pas. Au contraire du journaliste politique qui doit rendre compte sans état d'âme, le commentateur sportif radio doit être l'âme de l'auditeur lointain. Il doit saisir, il doit envoûter, extasier ou faire pleurer. Plusieurs facteurs concurrencent diaboliquement la radio aujourd'hui. Il y a le matériel dont elle dispose, ses moyens financiers, le degré de passion et de professionnalisme de ces journalistes. Beaucoup y viennent parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail ailleurs, et c'est compliqué. Il y a également la concupiscence de la télé qui arrache à la radio son instantanéité avec l'introduction de la TVU. Et ironie de tristesse du sort, le rôle secondaire que lui attribuent ses propriétaires. Alors,
On a, par exemple, des responsables de chaînes de radio qui vous disent, mais en fait, la radio fait sa demande de reportage, mais la télé va là-bas, vous allez dire quoi? Là, vous êtes condamné. Et aujourd'hui, la télévision qui a compris que la radio gagne le terrain de la spontanéité, comme je l'indiquais tantôt, a introduit la TVU. C'est-à-dire, on vous met une caméra, vous parlez et instantanément, on vous reçoit en studio. Et c'était là le terrain de la radio. Parce que la radio doit normalement précéder la télévision. C'est la radio qui doit planter le décor des matchs de football. Mais aujourd'hui, la télévision est encore sur ce terrain. Et quand on ajoute ce que j'indique par rapport à nos responsables, vous voyez que la radio se met dans une situation difficultueuse. Alors, un mot de l'accès au marché des droits sportifs. Alors, c'est un domaine de plus en plus impitoyable à cause des énormes enjeux financiers. Par exemple, le 11 mai 2017, l'opérateur SFR du groupe Altis, propriétaire de l'Express, a mis la main sur sa chaîne payante SFR Sport, sur bien sûr les droits de la Ligue des Champions de 2018 à 2021. C'est-à-dire le terrain est déjà miné. De 2018 à 2021, les droits de la Ligue européenne des champions appartiennent au groupe Altis, mais aussi sur ceux de la Ligue Europa, sur la même période. Alors, rappelons qu'elle détient les droits sur la première ligue britannique, en passant. Le groupe Altis coiffe ainsi Canal+ et beIN Sport. Le montant de cette transaction est estimé à 370 millions d'euros à payer par an à l'UEFA, soit 242 milliards 350 millions de francs CFA. Alors, quelqu'un qui achète des droits à ce prix et qui doit les revendre, il faut bien sûr rentabiliser son financement. Et quand en Afrique, on parlait tout à l'heure de TNT, où on recherche avec beaucoup de difficultés 23 milliards, vous comprenez qu'il est utopique de parler d'obtention de droits pour permettre à ceux de Tipa Tipa de regarder la Coupe du Monde, par exemple. Bien évidemment, la radio qui veut se mettre sur la Ligue des Champions doit s'adresser au groupe Altis, désormais propriétaire de l'événement. Rien qu'en nous arrêtant à cette situation, on comprend tout de suite et parfaitement que les droits à l'accès des marchés des droits sportifs sont utopiques, comme je l'indiquais, pour les radios africaines. L'alternative pour nos radios, c'est de promouvoir les autres disciplines sportives, des disciplines locales, pourquoi pas. Il y a la lutte au Sénégal, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Il y a par exemple le Guébia, c'est la course des masques en Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez tous nos parents de l'Ouest autour d'une course de masques au complexe sportif de Yopougon, eh bien, vous remarquez tout l'enthousiasme qui enturbe cet événement. Et donc, il appartient à la radio d'essayer de faire la promotion de cette discipline où il n'y a pas de droit à payer pour le moment. Pourquoi ne pas ouvrir autrement la boxe? Pourquoi ne pas le faire pour le handball, pour le basket, pour les courses de pirogue en pays ébrié, au lieu de courir vainement après des milliards de francs pour un match de football de 90 minutes? C'est là que les radios doivent travailler. Je l'ai compris il y a quelques années, quand je couvrais pour AITV TV5 une course de masques. C'est là que j'ai remarqué tout l'enthousiasme et j'ai compris ce qui se passait en fait autour de cette course de masques. Nous, on voyait tout simplement un individu qui détale poursuivi par un autre, mais il y a tout un mystère autour de cette course. Et quand vous expliquez cela ou quand on vous l'explique, eh bien vous comprenez tout l'intérêt que le peuple qui voit là, il n'y a plus de guerre tribale, mais c'est là, ce sont des batailles. Et quand une région gagne, une autre, c'est une fête. Et donc, c'est à nous de faire la promotion de cette discipline en leur accordant l'importance qu'il faut, en ne les confinant pas au rôle de discipline mineure. Pour moi, ce mot ne veut rien dire. Il n'y a pas de discipline mineure. Il y a peut-être des reportages mineurs qui font que ces disciplines sont peu connues.
C'est donc aux hommes et femmes de radio, appuyés par des moyens conséquents, d'ouvrir l'accès des citoyens au programme des sports en enjambant le comportement quelque peu requin, j'allais même dire pharisaïque, des détenteurs des droits sportifs. Et comme on le voit, le meilleur remède n'est qu'une petite pilule appelée volonté politique, comme l'indiquait le président de l'UAR, M. Grégoire Ndiaka. Je vous remercie. Merci bien, M. Sama. Vous savez que tous les Ivoiriens vous apprécient pour ce style inimitable que dont vous avez le secret, ce style tout à fait fleuri. Et tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez même versé parfois dans la métaphore gastronomie. C'est tout à fait adapté à la situation. Merci encore et félicitations. Nous passons la parole à M. Koné Siméon, directeur du département juridique de la ACA. Merci bien, monsieur le secrétaire général, professeur Sanoué-Loukou. Je voudrais une fois de plus, au nom du président de la ACA, remercier la Fondation Félix, conseiller au niveau de notre structure de régulation, au niveau de l'instance de régulation à l'ACA. Il est également conseiller à la ACA. Donc merci bien, cher patron, pour cette communication que vous avez livrée sur le droit d'accès des citoyens au programme sportif et marché des droits sportifs. Donc je me vertuerai à donner quelques pistes de réflexion sur le sujet qui est porté à notre réflexion. Mesdames et messieurs, le droit d'accès des citoyens au programme sportif résulte directement du droit d'accès des citoyens à l'information, dont le principe est affirmé par l'article 18 de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire en ces termes. Les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics dans les conditions prévues par la loi. Ce principe, il est d'ailleurs repris par l'article 4 de la nouvelle loi portant le régime public de la communication audiovisuelle qui dispose que la communication audiovisuelle a une mission d'intérêt général. À ce titre, elle contribue à assurer l'information des populations. Ce droit, tel que prévu par les textes que je viens de citer, est en principe garanti dans tous les domaines où s'exerce l'information, notamment à savoir l'économie, la politique, la culture, le sport. Toutefois, en ce qui concerne le sujet qui est soumis à notre réflexion, c'est-à-dire le sport, le droit d'accès des citoyens au programme sportif semble être confronté à de réelles difficultés. Les autres intervenants l'ont expliqué. M. Ndiaka, au niveau de la cérémonie d'ouverture, il est revenu largement sur ce droit d'accès. Donc, au regard des spéculations, permettez-moi d'utiliser cette expression, des spéculations spectaculaires qu'il est donné de constater actuellement en ce qui concerne le marché des droits sportifs, attribués pour la plupart du temps aux diffuseurs ou agences proposant l'offre financière la plus intéressante. À titre d'exemple, à partir de 2015, s'agissant du football, c'est le football qui est vraiment mis en exergue ici, le montant des droits par saison a été multiplié par 20. Ainsi, la Confédération africaine de football, je dis bien la Confédération africaine de football, la CAF, et une agence, en l'occurrence Sport 5, pour ne pas la nommer, ont renouvelé pour la période 2017-2028 leur accord de partenariat concernant la commercialisation des droits médias et marketing pour toutes les éditions des compétitions majeures en Afrique pour un montant minimum garanti d'$1 milliard, soit plus de 500 milliards de francs CFA, le coût réel passant de 8 millions d'euros par saison à plus de 160 millions d'euros pour chacune jusqu'en 2028. Ce sont des recherches que nous avons effectuées et l'article a été proposé par Séverine Laurent sur le football, la bataille des droits TV en Afrique. Donc vous le constatez, l'accès à ce marché au coût très prohibitif ne peut dans ces conditions être envisagé par les diffuseurs nationaux. Même les droits de diffusion des événements sportifs nationaux sont attribués à des opérateurs de bouquets satellitaires. On en tient pour preuve en Côte d'Ivoire l'octroi par la Fédération ivoirienne de football en septembre 2016 des droits de diffusion du championnat ivoirien au groupe Canal+. En octobre 2016, la Fédération malienne de football
a octroyé les droits médias de ces compétitions pour 1 milliard de francs CFA au groupe malien Africa Télévision. Mesdames et messieurs, vous constatez comme moi que tous ces diffuseurs que je viens d'évoquer sont des distributeurs de bouquets de télévision par satellite. Or, l'accès à leur programme est payant et souvent à des coûts d'abonnement très élevés en ce qui concerne les programmes sportifs. Nos populations revenus faibles ou moyens ne peuvent de ce fait accéder aux programmes sportifs proposés par ces opérateurs qui ont pour objectif de rentabiliser leurs investissements. Ce qui constitue une réelle entrave à leur droit d'accès à ces programmes face à un marché des droits sportifs devenus hautement spéculatifs. Cette pratique spéculative n'est pas sans conséquence dans le domaine de la communication audiovisuelle. Pour contourner cette difficulté, certains n'ont trouvé mieux que de frauder les programmes audiovisuels. Ainsi, c'est progressivement installé en Côte d'Ivoire et dans certains pays un système de piratage, dit système araignée, qui consiste à partir d'équipements particuliers et d'un abonnement chez un opérateur de bouquets de télévision par satellite, à alimenter dans des zones données des centaines voire des milliers de personnes pour un coût n'excédant pas le montant de 3 000 francs CFA. Malgré la lutte engagée par les opérateurs du secteur, ils n'arrivent pas à indiquer ce phénomène. Le football, qui déchaîne les passions et qui est considéré comme un facteur de cohésion sociale, serait peut-être à l'origine même du développement des câbles opérateurs pirates en Afrique, à cause des droits d'accès trop chers pour le spectateur moyen. Certains diffuseurs nationaux sont tentés même de pirater des rencontres sportives lorsque leur pays est en compétition parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de retransmettre en direct cet événement sportif. En 2013 par exemple, la chaîne nationale algérienne ENTV va jusqu'à pirater un match qualificatif de la Coupe du Monde de football. La télévision égyptienne lui emboîte le pas et pirate le match Ghana-Égypte. La Tunisie et le Soudan choisissent également de ne pas se plier aux exigences du groupe qatari Al Jazeera qui, en 2012, a racheté avec Spotify les droits Afrique de la Coupe du Monde 2014. Quelle solution dans ces conditions peut-on envisager pour garantir le droit d'accès des citoyens aux programmes sportifs? Au niveau des chaînes publiques nationales en Afrique, il pourrait être envisagé d'instaurer des alliances pour mutualiser leurs achats de droits de diffusion des programmes sportifs, surtout que leurs programmes sont en accès libre pour les populations. Je me dis que l'UAR existe, il y a également le RAPAF, c'est déjà une bonne avancée. Au plan régional, il devrait être créé un cadre réglementaire communautaire plus propice aux chaînes publiques nationales et aux populations. Au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la CEMAC, devait être instaurée une législation commune aux États membres de ces organisations en matière de droit d'accès des citoyens aux programmes audiovisuels, notamment les programmes sportifs. M. Giacomo l'a dit ce matin, en Europe, par exemple, la directive Télévision sans frontières exige que des événements tels que les Jeux olympiques, la Coupe du Monde ou le championnat d'Europe de football, l'Euro, soient diffusés par des chaînes de télévision en accès libre et non exclusivement par des chaînes payantes. L'objectif de cette directive est de renforcer le droit à l'information des téléspectateurs. En Afrique, malheureusement, vous le devinez, il n'existe pas de réglementation équivalente. Au niveau des fédérations sportives, tant mondiales, régionales que nationales, le monopole ou l'exclusivité pour les droits de diffusion d'un événement sportif doit être levé. Ceci pour permettre à des diffuseurs ou agences d'acquérir les droits sportifs à des coûts raisonnables. Mesdames et messieurs, il ne s'agissait là que de pistes de réflexion qui naturellement devaient être enrichies par vos contributions qui sont attendues. Je vous remercie. Situation difficile, inqualifiable. Et lorsqu'on dit qu'une situation est difficile et inqualifiable, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Il faudrait prendre au niveau africain un certain nombre de mesures. La Coupe d'Afrique des Nations a été vendue, comme l'a dit M. Koné tout à l'heure, jusqu'en 2028 au groupe Spotify Lagardère pour 1 milliard de dollars.
Et lorsque vous regardez aujourd'hui ce qui se passe au niveau de nos chaînes de télévision, vous vous rendez compte, comme l'a dit quelqu'un, que les droits de retransmission des événements sportifs, le temps de 10 ans, ont été multipliés par 25. Je m'amusais lorsque j'étais conseiller à la CRTD. Je faisais un papier pour le gouvernement parce qu'on avait un blocage de taille lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Guinée équatoriale. Jusqu'au jour où on lançait la compétition, aucune chaîne de télévision n'avait les droits de retransmission. Tout simplement parce qu'il y avait une bagarre entre le groupe Sport5 et LC2. Et la bagarre, c'était quoi? C'était des questions d'argent. L'argent sur le dos des pauvres Africains. Les Coupe d'Afrique, le président de la République a dit: ce qu'on me demande là me permet de construire une centaine d'écoles et de dispensaires. Il n'a pas pris les droits. Il n'a pas pris ses droits. Et lorsque vous regardez le fonctionnement des détenteurs de droits, excusez-moi de vous dire, c'est du grand banditisme. Parce que généralement, ils attendent jusqu'à la dernière heure. C'est-à-dire, vous êtes dos au mur. Et pendant ce temps, ils utilisent certains de nos confrères pour faire monter la moutarde, pour continuer à faire une pression sur vous, en vous disant, quand vous êtes directeur général, ou vous êtes responsable de la négociation des droits, vous serez responsable de ce qui va arriver si on ne diffuse pas les matchs de football. Parce que dans leur esprit, pour nous les Africains, nous sommes incapables de comprendre ou de voir quels sont nos intérêts. Mais, mesdames, messieurs, il se trouve, il y a des pays où on est allé sur les ondes et on a dit aux gens, vraiment on ne peut pas. Parce que on a d'autres intérêts. On a des salaires à payer. Et les républiques ne sont pas pour autant... les gouvernements n'ont pas changé pour autant. Donc il y a un problème de prise de conscience. Et je l'ai dit aujourd'hui, M. Koné a fait allusion à cela. Nous n'avons qu'une seule porte de sortie. Une seule porte de sortie. Zama a dit qu'il fallait faire la promotion de tel ou tel événement. Mais cher monsieur, lorsque vous ferez la promotion de tel ou tel événement, ils vont le prendre et ils vont le valoriser et vous le vendre. Vous serez même plus capable de le regarder chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? M. Giacomo l'a dit. On est passé par le Parlement. On a voté des lois qui protègent les intérêts des peuples. Et aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire. L'Union africaine de radiodiffusion, je vous ai dit le matin, nous avons obtenu déjà une motion au niveau des chefs d'État. Nous allons déposer le mois prochain une loi qui va protéger nos États. C'est la seule voie. Il faut qu'on ait un cadre réglementaire. Imaginez-vous un pays comme le Malawi. On demandait au Malawi pour la Coupe d'Afrique des Nations un montant qui était le tiers du budget de la chaîne de télévision. Vous êtes gestionnaire, nous sommes nombreux ici. On vous demande pour un événement de payer le tiers de votre budget. Qu'est-ce que vous faites après? Vous payez ce match-là et puis vous fermez boutique le lendemain, où tout le monde est dans la rue parce que vous n'avez pas pu payer les salaires. C'est donc une situation très très difficile. Et Koné a bien fait de rappeler Africa pour nos compétitions, nos championnats. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faille faire la promotion de nos championnats. Parce qu'en plus, vous voyez, lorsqu'on parle des droits de retransmission des événements, c'est des occasions de sortie en masse des capitaux de nos pays. Quand vous payez, vous devez payer pour des droits de football 1 milliard de francs. Vous sortez beaucoup d'argent. Il faudrait qu'on fasse la promotion de nos championnats, mais qu'on protège d'abord nos championnats. Parce que lorsqu'on aura fait la promotion de ces championnats-là, ils viendront nous les arracher. Ils viendront nous les arracher.
Vous avez parlé de la lutte. Mais il faudrait voir combien de personnes l'ornent du côté de la lutte au Sénégal. Ne soyez pas surpris d'apprendre que demain la RTS au Sénégal ne peut pas diffuser les matchs de lutte parce que tel ou tel groupe les aura achetés. Parce que tel ou tel groupe les aura achetés. Moi je crois que nous avons dans les années 60, monsieur le secrétaire général, nous sommes dans un cadre approprié pour dire ces choses. La Fondation Félix Houphouët-Boigny, parce que celui qui l'a créé, c'est quelqu'un qui a combattu pour les indépendances en Afrique. Nous sommes en train d'être recolonisés. Il faut qu'on s'organise pour gagner cette bataille. Si on ne le fait pas, les radios, vous savez qu'aujourd'hui, la radio, les contenus sportifs de sport sont les plus prisés. Les plus grandes audiences, ce n'est plus le cinéma, c'est les matchs de football. C'est les matchs de football, les Jeux olympiques et autres. Lorsque nous n'aurons plus la possibilité de les regarder sur nos chaînes de télévision, de les écouter sur nos radios, on devra fermer la main. Nous avons besoin d'une législation commune. Et pour la faire, nous, à l'UAR, nous allons déposer la loi. Certainement, on pourra elle va passer, elle pourra être adoptée, mais maintenant, il faudra aller dans les États. Parce que là aussi, il y a des problèmes. Lorsqu'on vous dit, par exemple, moi, je peux vous le dire, moi, j'ai travaillé sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les chiffres que nous avions de nos États n'avaient rien à voir avec les chiffres qu'on retrouvait au niveau du groupe Spotify Lagardère. Parce qu'il y a des choses détestables qui se passent chez nous. Et ces gens qui font ces choses détestables vont tout faire pour que nos pays n'adoptent pas cette loi. Parce que ça va être contraignant. Et puis c'est beaucoup d'argent qu'ils vont perdre. C'est beaucoup d'argent qu'ils vont perdre. Donc c'est une bataille commune. Les radios, les chaînes de télévision et autres, vous devez vous sentir concerné par cela. En parler et en parler. Moi j'ai fait près de l'année dernière, nous avions en 2016, nous avions une grande manifestation sur la question des droits sportifs. Je suis allé en Europe. J'ai essayé partout, dans toutes les rédactions, de me faire interviewer. Personne n'a accepté de me donner le droit. Personne. Est-ce que vous entendez parler de cela? On nous a parlé d'Anne Gasnier, grand, on dit qu'elle est le journaliste de l'État. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que vous avez entendu Anne Gasnier vous parler des questions de droits sportifs? Est-ce qu'elle en parle? C'est un système. C'est un système. Et moi, en tant que directeur général de l'UAR, c'est mon devoir de le dénoncer, de protéger mes membres. Et je demande simplement que cette bataille-là soit une affaire de tout le monde. Nous devons voter les lois. Dans certains pays, moi je suis camerounais, nous avons une grande activité culturelle qu'on appelle le Ngondo. Mais j'ai appris récemment que les gens sont venus, n'est-ce pas, pour voir comment ils peuvent commencer à acheter le Ngondo. Ça veut dire que nous, les Camerounais, nous pourrons même plus voir le Ngondo, c'est-à-dire l'essence même de notre culture. Bientôt, il faudra aller sur ces chaînes de télévision, payer pour qu'on nous montre le Ngondo. C'est dire que c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Ils vont vous dire, et il y a une situation qui, moi, me tue seulement. Ils vous disent, quand moi j'étais à la CRTV, j'étais conseiller, j'ai négocié avec eux, ils vous disent, ok, c'est vous qui, parce qu'il y a une loi de réciprocité, lorsque il y a un match chez vous, vous donnez le match à votre adversaire et lui il vous donne le match. Ils disent non, je viendrai avec des équipements. Des équipements pour... c'est des équipements de quelqu'un qui est basé juste à côté. Donnez votre car, c'est-à-dire on utilise votre matériel pour produire un match qui se joue chez vous et on vous envoie la facture. Il
inadmissible. C'est inadmissible. Donc la question des droits de retransmission des événements sportifs est une question difficile. Mais il faut voir la chose de manière globale. Parce qu'il n'y a pas que le sport. Même la culture est en train de rentrer dans cette affaire. Lorsqu'on aura mis la main sur le sport, on mettra la main sur la culture. Et nos chaînes de télévision, je disais aujourd'hui, les chaînes, les médias, les services publics de l'audiovisuel vont avoir beaucoup de problèmes dans les jours qui arrivent. Monsieur le secrétaire exécutif, je vais m'arrêter là, puisqu'on a beaucoup parlé de ce sujet, et j'espère simplement que nous nous sommes entendus, que nous allons prendre la décision d'être les porte-parole de cette bataille. Je vous remercie. Monsieur Mazzoni, bienvenue. Vous met beaucoup à cœur, et je pense que c'est vraiment à l'essence de la mission de service public que ça touche vraiment au cœur de notre mission, la possibilité de faire arriver aux citoyens quelque chose qui représente leur identité. À table, avec le chef de cabinet du ministre de la Communication, il disait, mais ne serait pas une mesure anticapitaliste, ne serait pas quelque chose qui limite le marché au moment où l'Afrique, finalement, voit son développement passer par le marché. J'ai dit non, l'Europe, ce n'est pas un endroit qui est connu pour être particulièrement anticapitaliste. Au contraire, la directive européenne qui protège l'accès aux droits sportifs a été promue par le gouvernement conservateur anglais, qui n'est pas suspect d'être anticapitaliste. C'est simplement une distorsion du marché à laquelle nous assistons dans notre continent. Et c'est le seul continent où on voit ça. Nous, comme Union des télévisions globales, le World Broadcasting Union, on voit partout dans les marchés mondiaux, et c'est la seule partie du monde où se passent des choses qui n'ont ni tête ni queue. Je vous fais des exemples concrets et spécifiques. Toutes les fédérations sportives acceptent un principe qui s'appelle le principe de la sous-licence. C'est-à-dire que si vous avez des droits sportifs, vous avez vendu à quelqu'un, vous avez vendu à une télévision de droits sportifs, et cette télévision n'a pas de radio, la fédération sportive ne peut pas céder le droit de radio à la télévision. Donc, elle est obligée de faire un contrat seulement pour le droit de la télévision, ou de donner l'obligation à la télévision qui a acheté le droit de mettre à la disposition de quel compétiteur sur le marché de la radio le droit de radio. Ça, en Afrique, ne s'applique pas. Dans le marché arabe, malheureusement, c'est l'autre, à cause de Jazeera, où la chose se passe dans le même terme. Jazeera n'a pas de radio. Qu'est-ce qu'ils font avec le droit de radio? Ils s'assient dessus, ils le donnent à personne pour ne pas se faire gêner sur la vente de leur droit de télévision. Donc les gens qui veulent suivre leur équipe nationale, ils doivent acheter un abonnement à Bein, sinon ils ne peuvent ni l'écouter à la radio, ni le voir à la télévision, ni rien. Donc là, c'est vraiment une distorsion fondamentale qui se passe. La deuxième distorsion fondamentale, c'est la question de l'accès de la population. En Europe, c'est reconnu, l'accès à l'information, comme vous le disiez, c'est étendu aux événements sportifs identitaires. Donc ce n'est pas Barça, Real Madrid que c'est désormais devenu un spectacle. Et les spectacles, si vous voulez les voir, on les paye. Mais quand on parle de l'équipe nationale espagnole va passer sur les chaînes en clair. Donc c'est quelque chose qui fait partie, c'est une extension du droit d'accès à l'information qui est inclus dans ce domaine. Donc ce n'est pas du tout quelque chose d'irréaliste, ce n'est pas quelque chose qui va limiter la liberté du marché. Au contraire, la liberté du marché a comme limite la lutte au monopole. Et ce qui se passe quand la fédération, quand la CAN vend à Spotify, quand la FIFA vend à Jazeera, l'exclusivité totale du paquet sans aucune condition, c'est de facto un monopole. L'Union européenne de radio-télévision avait, qui était la seule organisation qui existait de la télévision européenne, avait de facto le monopole
des mondiaux, de l'UEFA, de la Champions League, de la Formule 1, jusqu'à quand, dans les années 80, les marchés ont été libéralisés, sont arrivées les chaînes privées. Et les chaînes privées ont fait une motion de défiance à l'Union européenne disant que l'UR avait un monopole. Donc l'UR, pour éviter les accusations de monopole, a dû mettre en place un système de sous-licence, les critères sur la base desquels les droits peuvent être accédés par d'autres. Le fait que si quelqu'un n'utilisait pas tous les matchs, que certaines chaînes qui, membres de l'UR, avaient une seule chaîne de télévision et il y avait 3 matchs en contemporain, donc ils ne pouvaient pas les transmettre tous ensemble, ils ont été obligés de céder à des concurrents la possibilité de transmettre les autres matchs. Donc tout ça a été mis en place et c'est dans le but d'avoir un système plus équitable et plus respectueux des citoyens. Je vous rappelle, et après je termine, car je pense qu'on en dit beaucoup, qu'il y a eu, vous en avez mentionné quelques-uns, mais il y a eu des cas spécifiques. Par exemple, au Liban, ils ont retransmis le match de la Coupe du Monde, de certains matchs des pays voisins qui considéraient que c'était un droit pour les Libanais d'accéder. La télévision les a transmis, il attend des signaux. Bein a fait apporter plainte, et l'autorité, vos collègues de l'autorité libanaise, ils ont dit que le Télé-Liban avait mal fait de transmettre les émissions, mais qu'ils n'avaient pas le choix, car ils avaient demandé à plusieurs reprises à Bein d'avoir la sous-licence, et ils n'avaient jamais même eu de réponse. Et donc, c'était vrai qu'il avait mal fait, mais qu'il avait fait au nom de l'intérêt supérieur, ce qui était l'accès des citoyens aux droits sportifs. Et du même, c'est passé en Algérie. Car en Algérie, Bein, la même chose, encore pire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Algérie a demandé d'avoir l'accès aux droits sportifs pour les mondiaux où il y avait l'Algérie en compétition. Et Bein a dit, c'est pas question de vous le donner pour de l'argent, vous devez nous faire ouvrir un bureau de Jazeera en Algérie. Et le directeur de la télévision a dit, mais moi je ne peux pas faire ouvrir un bureau de Jazeera, c'est une question que tu dois voir avec le gouvernement. Qu'est-ce que ça a à voir avec la pratique des droits sportifs? Ça n'a rien à voir, c'était du chantage pur. On a informé la FIFA de ça, et la FIFA a dit, ah bah, nous on ne peut rien faire, on a donné tous les droits, et après qu'on a cédé les droits, on n'a plus aucune responsabilité. Vous voyez que c'est des choses que, ni d'un point de vue de droit humain, ni d'un point de vue politique, et d'un point de vue de logique, tiennent la route. Donc, je pense que ce que l'AUB est en train de faire, c'est le minimum qu'on puisse faire pour rétablir un état de droit sur ces continents. Et nous ferons de tout pour les aider à l'obtenir, et j'espère que de votre côté, après c'est une question aussi des États, ce n'est pas une question de l'AUB ou de l'UR de pouvoir obtenir ça, mais que les États soient derrière, les autorités de régulation soient derrière, et qu'il y a une vision commune pour protéger le droit des citoyens. Monsieur le secrétaire général, je voudrais avec votre permission dire juste un petit mot. Oui, vous avez la parole. Je voudrais dire que c'est une des raisons pour lesquelles à Kigali nous invitons les régulateurs. Parce qu'ils ont un rôle important et un rôle central dans la vie. Il faudrait qu'on aille ensemble, qu'on se mette ensemble pour faire face à ces hommes qui ont, il faut le dire, des porte-monnaies qui pèsent suffisamment. Et dans le même cas, je dois vous raconter une histoire. Je vous ai dit ce matin qu'on avait 14 pays qui avaient, n'est-ce pas, couvert la Coupe d'Afrique des Nations. Et je vous ai dit, en réalité, c'est 13, puisqu'un pays a décidé de payer pour l'autre. La Guinée-Bissau a dit qu'elle ne payerait pas, qu'elle ne pouvait pas payer ces montants-là. Et tout de suite, comme lors de la dernière Coupe du Monde, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris le signal de la RTS, ils ont mis dans leur canal, et puis ils se sont mis à regarder. Et la RTS a eu beaucoup de problèmes avec la CAF. Alors cette fois-ci, ils ont dit à la RTS, nous on va recommencer. On va recommencer. Il y avait déjà un antécédent, c'est dit, dans ce cas on va payer aussi
éviter les problèmes. Des cas de délinquance comme cela vont se multiplier. Je sors d'une tournée en Afrique australe. Il n'y a même pas eu de contact entre le détenteur de droits sportifs, les droits de la Coupe du Monde et l'Angola. Donc ils ne veulent pas, ils attendent la dernière minute. En Tanzanie, ils sont venus, ils disent 500 000 $. 5. Alors le directeur général de la télévision a dit la fois dernière, j'avais payé 100 000. Cette fois, je paye 25 000. Il dit, je paye 25 000. Si vous ne voulez pas vous laisser, jusqu'aujourd'hui, tout est bloqué. Et lorsque vous regardez comment ces choses se passent, j'ai parlé de 13 États. Je voudrais vous dire, ici entre nous, M. Jacob, parmi les 13 États qui ont pris la Coupe d'Afrique des Nations, là, il y a 11 États francophones. 11 États francophones. Il y a ensuite, comment on appelle ce pays? Il y a le Ghana, et puis un autre qui ont pris. Des Nations va devenir la coupe. Et là, mon ami et frère Maïga va être très, très satisfait parce que ça va être les pays francophones. Je ne dis pas que ce soit une mauvaise chose que les pays francophones payent, mais je dis qu'ils peuvent aussi de temps en temps faire la résistance. La résistance, hein? Ils peuvent faire la résistance. Malheureusement, dès qu'on dit $1 million, les gars, je passe de marché avec le directeur général de la télévision. Et oh, bon, écoutez, nous on va vous donner le sien parce que le ministre a signé. Je passe dans la photographie, le ministre a signé. Tel a signé, on vient. Vous êtes obligé de diffuser ça. Donc il faut qu'on se mette ensemble dans cette affaire. Les régulateurs, la ACA, il faudrait que vous nous souteniez dans cette bataille. Tous. Bientôt vous aurez comme membres des structures qui n'auront pas ces événements de radio, ne peuvent pas diffuser les matchs de la Coupe du Monde ou même des événements qui concernent directement la Côte d'Ivoire. Je crois qu'on ne serait pas très à l'aise dans cette situation. Il faudrait qu'on se mette ensemble. La fois dernière, nous avons demandé pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez certainement entendu que nous avons réussi à bloquer les prix dans la Coupe d'Afrique des Nations. On a fait une négociation. Quand je suis arrivé, j'ai dit à toutes les chaînes de télévision de me donner des mandats pour négocier en leur lieu et place. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas donné. On a eu 28 membres qui nous ont donné ces mandats. Nous avons bloqué. Parce que quelques jours avant, ils avaient envoyé à tous nos pays une augmentation qui allait d'$1 million à $1,6 million. Pour une édition, il y avait une augmentation de $600 000. Alors, lorsqu'on est allé à une réunion, on nous a donné ces documents, nous avons dit non, on va faire la résistance. On a organisé la résistance, les pays n'ont plus payé $1,3 million qu'ils avaient payé précédemment, ils ont payé $1,250 000. C'était rien, mais on a au moins réussi à faire deux choses. On a bloqué les prix et on a réussi une réduction de $50 000. Je crois que c'est vers cela qu'il faudrait qu'on aille. Il faudrait qu'on négocie ces choses en groupe et qu'on sache que si on ne le fait pas, ils n'auront pas pitié de nous. Ce capitalisme-là est un capitalisme froid, sauvage et barbare. Ils n'auront pas pitié de nous. Les poids, ça va continuer à augmenter. Je vous remercie. Les deux intervenants sur le troisième sous-thème et puis nous allons faire le débat. Si vous voulez revenir sur le deuxième sous-thème, ça sera l'occasion de le faire. Au moins, on aura entendu les deux derniers intervenants. Merci de votre compréhension. Nous passons donc au troisième sous-thème, le sport et la paix. Et nous allons passer la parole à M. Alain Yao du ministère ivoirien des Sports et Loisirs. M. Alain, vous avez la parole. Venu de représenter à cette table ronde et il m'a chargé de vous remercier d'avoir associé le ministère des Sports aux manifestations de la Journée mondiale de la radio qui sont célébrées ici à la Fondation Fouette Boigny de la Paix. Il m'a chargé de vous transmettre cette salutation fraternelle. Sport et paix.
La présentation va porter sur 4 points. D'abord le sport, c'est vrai, on en parle, de la paix. Comment conduire ces deux activités? Et puis voir le sport et le développement, puisque la paix elle-même, la communication, là je ne vais pas m'attarder là-dessus. Depuis ce matin, tout le monde a démontré comment le sport et la communication évoluent en parallèle. Nous allons donner la parole à l'assistance pour qu'on puisse échanger. Voilà donc les différents points que je vais aborder. Le sport. Pierre Parleva, qui est un de mes maîtres, a défini le sport comme un ensemble d'activités réglementées, institutionnalisées, organisées sous forme de compétition. Mais l'UNESCO, dans la charte internationale qui a été élaborée, je crois, depuis les années 1970, a fait du sport un élément de droit fondamental pour tout citoyen. L'activité sportive est organisée sous plusieurs formes. Il y a de grandes familles de sport, comme on dit. Il y a les sports collectifs, comme le foot, le hand, le basket, le volley, le rugby. Il y a les sports de combat, taekwondo, judo, karaté, boxe, lutte. Sport nautique, natation, ainsi de suite. Sport mécanique, vélo, moto, voiture. Sport individuel, en athlétisme. Sport de glisse, on en voit beaucoup pendant ces jeux d'été, mais aussi les sports nautiques sont aussi des sports de glisse, les patins, ainsi de suite. Et il y a deux grandes activités, il y a les sports d'hiver, dont les Jeux olympiques se passent actuellement en Corée, et puis les sports d'été, qui sont deux grands groupes aussi, etc. Mais le sport organisé, institutionnalisé, il y a plusieurs groupes qui gèrent le sport au niveau mondial et au niveau national. Il y a les institutions internationales, comme l'UNESCO, comme la CONFEJES, qui gèrent le sport. Au niveau de l'UNESCO, on a les MINEPS, qui regroupent les hauts responsables et les décideurs au niveau de l'activité physique et qui donnent des orientations. Et dans l'espace francophone, il y a la CONFEJES, qui est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de l'espace francophone, et qui permet aux hommes d'État dans nos pays de se regrouper, de penser, d'orienter l'organisation des sports au niveau international. Il y a aussi le CIO, qui est le Comité international olympique, qui organise les Jeux olympiques. Et il y a 3 grandes formes de Jeux olympiques, Jeux olympiques et paralympiques. Il y a les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les Jeux olympiques d'hiver et les Jeux olympiques d'été. Et il y a les fédérations internationales. Chaque pratique sportive a une fédération internationale. Le football, c'est la FIFA. Le basketball, c'est FIBA Monde. Le handball, c'est la confédération, l'IHF. Ça, c'est au niveau international. Au niveau continental, dans chaque continent, il y a des organisations. Et dans les sous-régions, dans les continents, il y a des organisations. Aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, il y avait le CSSA qui s'est mué qui est relié actuellement au département social de l'Union africaine. Et au niveau de la CEDEAO, il y avait la conférence des ministres de la CEDEAO qui aujourd'hui constitue un département de la CEDEAO. Il y a les institutions olympiques qui sont représentées dans nos continents. En Afrique, par exemple, il y a l'ACNOA, qui est l'association des comités nationaux olympiques africains. Et toutes les fédérations qui sont au niveau international sont représentées au niveau continental. Le foot, il y a la Confédération africaine de foot. Et le volley, toutes les fédérations ont une représentation continentale. Au niveau national, au niveau des États, il y a le ministère des Sports qui gère le sport. Il y a les comités olympiques qui gèrent la dimension olympique, les comités paralympiques aussi. Et nous avons les fédérations nationales de sport. Dans les pays les plus développés, même au niveau de l'organisation d'un pays, il y a toujours des démembrements. Nous avons les directions régionales de sport, directions départementales, ainsi de suite.
Il y a les comités régionaux olympiques ou paralympiques, et ainsi de suite. Les fédérations sportives, on les ligues, jusqu'à ce qu'on descende à la cellule de l'organisation du sport qui est le club. J'en parle, j'ai insisté sur ce point, parce que tout à l'heure, nous allons voir qui sont ceux qui prennent ces décisions, qui nous handicapent autant au niveau des médias aujourd'hui, et comment, à partir de ces organisations, on peut s'organiser, qui toucher, pour que certains éléments puissent être moins contraignants que ce que nous vivons actuellement. On peut passer donc à la diapo qui suit. Alors, si on regarde le sport n'est pas sur notre positif, puisqu'on parle de sport hyper. Le sport, j'ai dit dans la définition que c'était compétition. Qui parle de compétition parle d'affrontement, pas d'adversaire, pas d'opposition, de vainqueur, de vaincu. Donc il y a la violence, il y a l'adversité. Ça fait appel aussi à la tricherie, au dopage. Et donc, le sport peut créer au niveau des individus un complexe d'infériorité, de supériorité. Celui qui gagne, il est plus fort que l'autre. Regardez un peu dans les sports de combat comme la boxe. Après un KO, la différence entre celui qui a reçu, qui encaisse le KO et celui qui gagne, il y a véritablement une différence dans les considérations. On peut passer à la diapo suivante. Au plan social, le sport peut être à la source de conflits. On se souvient tous encore du fameux match à Sec Kotoko, merci. Et là, il a suffi de quelques images médiatiques pour que toute la Côte d'Ivoire tombe en effervescence. Le sport peut être conflit. Regardez dans nos villages, pendant les grandes vacances, quand on organise des compétitions entre les villages, même les compétitions du sport scolaire, le sport peut être source de conflit. Parce que c'est deux groupes qui s'affrontent, qui sont opposés, et chacun cherche la victoire. On a dit le sport est passion. Et qui dit passion dit que souvent la raison reste un peu... Le sport crée la discrimination entre le vainqueur et le vaincu, comme je l'ai dit. Donc au plan social, c'est comme si à l'issue d'une rencontre, à l'issue d'une compétition, il y a un complexe de supériorité qui se dégage auprès des vainqueurs et un complexe d'infériorité qui se dégage auprès des vaincus. Regardez, Côte d'Ivoire-Maroc, quand on est sorti de là, les Ivoiriens avaient l'impression d'avoir tout perdu, parce que nous n'allons pas en Coupe du Monde au bénéfice du... Voilà. Mais le sport n'a pas seulement ses aspects négatifs, heureusement. Le sport, c'est aussi une activité sociale qui a des vertus sociales. Au plan individuel, c'est-à-dire si on prend l'homme, le sport contribue à développer la dimension physique de l'homme. Aujourd'hui, on parle de l'activité quand on voit, comme je crois que ceux qui ont écouté la radio Côte d'Ivoire, l'Institut d'hygiène avait fait une émission par rapport aux maladies comme le diabète, comme la tension artérielle. On recommandait à certaines personnes, soit. On a tous cultivé cette expression, cette image, quand on dit que le karatéka, quand il a la ceinture noire, il ne se bat plus. Il ne se bat plus parce qu'il se connaît, il connaît ses forces, il n'a plus besoin de se battre dans la rue, parce qu'il sait, il se maîtrise, même s'il est énervé. Mais le sport, c'est aussi l'affirmation de sa personnalité. Et nous avons parlé du vainqueur. Regardez le jeune Arthur Cissé-Gueux, que personne ne connaissait. On l'a vu au jeu de la francophonie. Il a suffi d'une phase éliminatoire pour qu'il devienne une vedette pratiquement au niveau national. Le sport, c'est la culture du courage, de la loyauté, de la responsabilité. Aujourd'hui, nous l'avons vu, nous allons en parler. On a vu certains de nos sportifs et prendre des responsabilités à des moments très difficiles. Je vais citer, on en parlera, comme on parle de sport épais. Quand Didier Drogba avait reçu son premier ballon d'or, au moment où tout le monde était en difficulté en Côte d'Ivoire avec le pays séparé, on est allé l'accueillir à l'aéroport. Quand on est arrivé à la présidence, il dit « Moi, j'irai présenter mon ballon d'or à Boaké, parce que Boaké fait partie de la Côte d'Ivoire. » En 48 heures, on a organisé le voyage là-bas et nous avons vu ce que ça veut. Responsabilité. Le sport, c'est la recherche du mérite. C'est l'essence même du sport. On se bat
on se fait violence contre soi-même pour battre son propre record. Donc là, ce n'est pas contre quelqu'un, mais parce qu'on veut marquer l'histoire, dit voilà le record que j'ai établi. Plus forte raison contre les autres, c'est la recherche du métier. Mais le sport, c'est aussi un élément d'emploi, création d'emploi. Pas seulement pour les sportifs professionnels, mais toute la chaîne de métiers, de tous ceux qui interviennent dans le mouvement sportif, de celui qui tond la pelouse, de celui qui creuse pour poser la première pierre d'un stade, jusqu'à celui qui vient poser les derniers éléments électroniques. Le sport est une chaîne de métiers et d'emploi pour la jeunesse d'une manière générale, mais pour nous tous. Au plan social, le respect des règles et le respect des institutions. Si on ne respecte pas les règles, si on ne respecte pas les institutions, il n'y a plus sport. Il n'y a plus sport. Donc le sport, c'est une culture de respect des règles. Au point où, quand l'adversaire n'est pas là, quand le maître n'est pas là, quand tu t'entraînes, si on prend des athlètes comme Dalou, aujourd'hui son entraîneur peut concevoir son programme d'entraînement et puis lui envoyer. Il lui dit, bon, tu suis le programme. L'entraîneur n'est pas là. Mais elle va respecter ses règles parce que si elle ne les respecte pas, elle sait que la sanction va être directe au niveau des résultats. Coopération avec les autres. Il n'y a pas de compétition si vous ne coopérez pas. Il faut un arbitre, il faut un juge, il faut une équipe pour organiser une compétition sportive. Et le sport permet de se faire des amis, de voyager, de découvrir d'autres horizons. Mais le sport crée surtout une appartenance à un groupe social. Et nous l'avons vécu en Côte d'Ivoire pendant tout le temps, même si on ne s'aimait pas. Mais quand notre équipe nationale gagnait, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas de groupe ethnique, il n'y avait pas Côte d'Ivoire CNO, Côte d'Ivoire, tout le monde était dans la rue, on dansait, on appartient. Demain, nous allons suivre PSG, Real de Madrid. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Beaucoup n'ont jamais vu l'aéroport de Madrid. Mais nous allons crier, nous allons sauter en même temps que les Parisiens et les Madrilènes au coup des sifflets ou au but qui vont être marqués là-bas. C'est comme si on appartenait à ces deux groupes sociaux qui vont s'affronter, c'est-à-dire ceux qui se réclament du PSG ou ceux qui se réclament du Real de Madrid. Donc, à une communauté, à un club, à une nation. Le sport permet la lutte contre les inégalités. Aujourd'hui, si vous prenez les enfants que nous avons tous acclamés, qui sont sortis de l'académie, il y en a qui sont sortis véritablement du bas. Et pour vous les journalistes, au temps du ministre Banzio, ils sont venus, les jeunes de l'académie, et un jour ils ont décidé d'aller jouer là d'où ils sont partis. C'était une ruelle à Blomont côté, derrière la mosquée. Ils sont partis. On a dit au ministre de ne pas partir, il est parti. Ils ont joué là, pour montrer d'où ils viennent. Mais aujourd'hui, ces enfants, vous et nous, on ne peut plus les approcher parce que donc, ça a brisé cette... Et l'autre examen nous a servi une notion joyeuse qui fait de la qualité même du travail qui a été fait ici, dans cette fondation, sous votre direction. Je voudrais dire que lorsque, à Paris, on nous avait proposé le thème sur le sport, M. Giacomo est là pour le témoigner, j'avais été réticent. J'avais dit qu'il fallait qu'on parle de la paix. Parce qu'il y avait beaucoup de conflits, on devait aller au Mali et tout ça. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'était un choix approprié. Qu'il était bien qu'ici, dans cette maison, l'on ne puisse pas évoquer cette situation, qui est une grande frustration pour l'ensemble de nos peuples. Je voudrais donc, professeur, vous remercier au nom de tous les membres de l'Union africaine de radiodiffusion. Nous avons décidé depuis Libreville d'ouvrir nos portes même au secteur privé. Et nous aurons à Kigali l'entrée de beaucoup de membres au sein de notre union. Donc le travail qui a été fait ici reflète le dynamisme de la presse en Côte d'Ivoire et en Afrique aujourd'hui. Et nous n'avons pas de choix. Dans mon pays, le Cameroun, on dit que la presse est un parti politique, puisque les partis politiques sont partisans.
et que la presse de temps en temps peut élever le débat. Donc, je voudrais vous remercier et remercier tous les confrères qui ont participé à cette grande réflexion et annoncer que dans les prochaines semaines, au mois de mai, je crois, avril, mai, nous allons organiser en coopération avec l'ASBU et EBU une formation de journalistes sportifs qui aura lieu à Tunis. J'espère que nous allons retrouver un certain nombre de personnes qui étaient ici avec nous. Parce que, comme on dit, le football, pour parler que du football, il évolue tous les jours, les règles évoluent tous les jours. Mais aussi pour parler de ces questions liées au droit et autres, pour que les reporters sportifs puissent savoir quels sont les grands enjeux du sport aujourd'hui en Afrique. Je voudrais donc vous le dire au professeur Tony Joie d'avoir participé à cette réflexion et notre disponibilité à continuer à vos côtés, à participer à d'autres chantiers. Ils sont nombreux. Nous avons une assemblée générale à Kigali, au Rwanda, dans 3 semaines, qui a pour thème la gestion des questions migratoires par les médias audiovisuels en Afrique. Vous savez que c'est une affaire de conflit. Les migrations en Afrique, les gens qui meurent là, partout, là, dans l'océan, la Méditerranée et autres, c'est une affaire de conflit. Les journaux, les chaînes de télévision, combien de chaînes de télévision africaines sont préoccupées par cette question, en dehors de montrer des images, on dit la crise migratoire, 500 aujourd'hui parce qu'il voulait aller à Lampedusa, c'est tout. Mais c'est une question profonde. Lorsque vous regardez, c'est des gens qui ont un potentiel. Mais pourquoi est-ce qu'ils acceptent de mourir? Il y a un problème. Pourquoi nous on n'en parle pas en tant que journaliste? Il y a un problème. D'ailleurs, j'ai proposé au professeur Lecourt de faire en sorte que l'on puisse tenir un séminaire sur cette question. On appellerait les journalistes de l'ensemble de notre continent pour parler de ces questions. Pourquoi est-ce que nous ne nous préoccupons pas de ces choses-là, de cette question, alors que tous les jours, beaucoup de nos compatriotes restent à la mer? Je vous remercie. Cette belle journée que nous avons passée ensemble. Je remercie les organisations professionnelles, l'EBU, l'AUB, tous les journalistes de Côte d'Ivoire et de l'étranger qui ont participé à cette journée mondiale de la radio. Je peux dire qu'au terme de cette journée pleine et entière, au cours de laquelle nous avons échangé sur le thème des sports et la radio, nous avons fait une célébration enrichissante pour tous les participants. Nous avons eu plus de 6 heures de débat d'affilée. Cela montre et l'intérêt du thème et la passion que chacun a mis pour pouvoir traiter de ce thème-là. La Fondation Félix Houphouët-Boigny par ma voix vous demande de transmettre son message de dialogue, de tolérance, de fraternité humaine et de paix. Restons tous activement mobilisés pour défendre la liberté et la dignité de nos peuples, pour voter des lois qui protègent le droit à l'information de nos citoyens, le droit d'accès au programme des sports. C'est là, je pense, le combat que nous avons commencé aujourd'hui et que nous devons continuer tous pour que les droits de l'Afrique soient préservés. Et je vous remercie encore sincèrement du fond du cœur d'avoir fait les déplacements jusqu'à Yamoussoukro. Nous nous retrouverons à partir de 20 h pour le dîner gala. Merci encore.